on va avoir des régurgitations acides. C'est-à-dire que le patient, il va ressentir une brûlure qui en général part de là, à l'estomac, un petit peu en dessous du sternum. Et ensuite, il va y avoir une brûlure œsophagienne qui va remonter. Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est ce qu'on appelle le pyrosis. C'est une douleur dans le dos. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez à table. Et aujourd'hui, je reçois le docteur William Bérébi. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du microbiote intestinal et créateur du concept de la médecine microbiotique. Vous êtes animateur du podcast Merci Docteur et auteur de Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, sur Insta, l'adresse Dr William Bérébi. Et un peu sur TikTok et sur Facebook. Mais le principal, c'est Dr William Bérébi sur Instagram. Où vous testez des produits. Voilà, notamment. Et je donne plein de conseils alimentaires aux followers. Je voudrais remercier vos auditeurs, Philippe, si vous permettez. Parce que les émissions précédentes qu'on a fait ont beaucoup de succès. 200, 300 000 vues. Donc je dis merci. Et puis les commentaires que je lis, sachez-le, sont bienveillants. Et ça fait plaisir de voir qu'on peut, en tant que médecin, spécialiste de terrain, donner des informations fiables, validées scientifiquement, à l'ère des influenceuses. Et de remettre un petit peu, si ce n'est l'église au centre du village, les choses à leur place. Bien, et à noter que vous répondez aux questions qu'on vous pose et aux commentaires, donc ça c'est aussi important. En parlant d'influenceuses, il y en a une que vous suivez beaucoup. Ça commence bien. On va parler d'une pathologie qu'on pensait complètement disparue avec la découverte notamment de l'hélicobactère. Mais voilà, le boss, Bruce Springsteen, a annulé sa tournée suite à un ulcère gastro-duodénal. Et puis Léna Situation, nous, que vous suivez régulièrement, docteur Bérébi, la fameuse influenceuse, a été hospitalisée à cause d'un ulcère à l'estomac. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Léna ? Alors, ulcère de stress, a priori, d'après ce que vous m'avez dit, à savoir qu'on sait que quand il y a du stress, c'est un facteur d'ulcère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stress chronique, notamment, va augmenter la synthèse, la fabrication d'acide chlorhydrique par l'estomac, et donc entraîner des lésions au niveau de l'estomac. On le connaît en réanimation, c'est les fameux ulcères de stress, mais aussi, voilà, donc ça c'est un grand classique de la réanimation, si vous voulez, puisque en réanimation, le patient il est agressé évidemment par tous les soins invasifs, et donc il y a ce qu'on appelle des ulcères de stress. C'est pour ça que d'ailleurs on donne des médicaments antisécrétoires pour prévenir ces ulcères de stress chez les patients en réanimation. Alors, pourquoi je vous ai posé la question sur les ulcères de stress ? Parce que des gastro-entérologues sont intervenus, on dit non, c'est faux, l'ulcère de stress n'existe pas. Alors, il existe. Il n'y a aucun lien. Ah bah, ceux qui ont dit ça sont peut-être pas gastro-entérologues. C'est une première hypothèse. Mais les ulcères de stress sont archi connus, aussi bien en réanimation qu'en dehors. Et donc, tout stress chronique augmente la synthèse d'acide chlorhydrique et favorise la gastrite au premier stade, et la survenue d'ulcération dans l'estomac. Et régulièrement, si vous voulez, en endoscopie, je constate des patients qui ont des ulcères de l'estomac, ou ulcération, et qui n'ont ni tabagisme, ni Helicobacter pylori, ni prise anti-inflammatoire, puisque c'est les trois facteurs principaux. Donc c'est tout à fait connu. Alors, pourquoi Léna Situation a communiqué ? C'est parce qu'elle a eu des problèmes aux dents. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous. Alors en fait, lorsque vous avez du reflux acide, donc dans la majorité des cas, il peut y avoir des reflux de bile, avec la bile qui remonte. Donc c'est un reflux à ce moment-là alcalin. Mais le plus fréquemment, c'est un reflux d'acide. Donc ce qui se passe, c'est que l'acide remonte, d'accord, va brûler l'œsophage, mais des fois il peut monter plus haut. Donc dans la gorge et donner des problèmes ORL. Il peut redescendre dans les poumons, donner des crises asthmatiformes ou des bronchites, et il peut aller dans les dents. Et donc c'est une cause classique, si vous voulez, le reflux de parodontopathie, c'est-à-dire d'atteinte des gencives, et de troubles de l'émail, c'est-à-dire de dégradation accélérée de l'émail. Donc c'est archi connu des gastro-entérologues et des dentistes. Et donc, effectivement, si vous avez un reflux chronique... C'est-à-dire que c'est tellement puissant, cet acide, qu'il attaque l'émail des dents. Bien sûr, puisqu'on va avoir un pH acide, l'acide chlorhydrique, qui va être à 2, 3 le pH. Et donc, effectivement, si vous mettez de l'acide chlorhydrique sur les dents, ça les abîme.
Alors, on parlait des ulcères. Est-ce que la découverte de l'Helicobacter pylori a mis la fin aux ulcères? Alors, il faut distinguer deux ulcères schématiquement. Il y a l'ulcère de l'estomac et l'ulcère du duodénum. Le duodénum, il est après l'estomac. Donc, l'Helicobacter est responsable de 95% des ulcères du duodénum. Alors, c'est quoi l'Helicobacter pylori pour tout le monde? C'est une bactérie qui est résistante à l'acide, qui est dans l'estomac, et qui va donc entraîner notamment une hyperacidité, une augmentation de la synthèse d'acide chlorhydrique, et donc favoriser le développement de l'ulcère bulbaire. Et avant, on ne savait pas, dans les années 80, 90, on disait, bon, les gens sont ulcéreux, pourquoi, etc. Donc il y avait plein d'hypothèses. Ça commence en 80-90, il y a un premier chercheur qui trouve une bactérie, il dit c'est peut-être ça, il l'appelle Campylobacter pyloridis à l'époque, et on lui dit mais non, t'es un charlot, etc. Et puis il faut attendre 95 pour que Marshall et Warren identifient formellement la bactérie dans l'estomac des personnes qui ont un ulcère bulbaire, et finalement c'est validé par la communauté scientifique, et ils auront d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 2005. Mais il ne s'était pas incubé d'ailleurs, il n'avait pas avalé des Helicobacter. Ils l'ont constaté chez des patients, multiples patients qui avaient un ulcère. Ils ont retrouvé à chaque fois la même bactérie qui est filamenteuse. Et voilà. Et donc c'est là que c'est pas vieux, puisque c'est 1995 que la preuve, si vous voulez, et le lien est fait. Même pas 20 ans. 30, presque 30. 30 ans. 28 exactement. Alors, docteur Bérébi, l'Helicobacter pylori, c'est très courant. Comment est-ce qu'on l'attrape, l'Helicobacter pylori? Alors, excellente question. Donc, ulcère gastrique, je dis deux mots ou on y revient après? On finit sur l'Helicobacter. Ouais. Donc, comment ça s'attrape? Salive ou sel? C'est très simple. Alors, d'abord, vous allez l'attraper dans l'enfance, il faut le savoir. Donc, ça va être par la salive, c'est-à-dire ça peut être donc par éventuellement les baisers ou la salive sur la main, etc. D'accord? Ça peut être entre personnes, entre conjoints ou entre partenaires, par la bouche, par la salive, et chez l'enfant, c'est le plus souvent par les selles. C'est-à-dire que, comme il y a de l'hélicobacter dans les selles, l'enfant va aller aux toilettes, mal s'essuyer, ne pas se laver les mains après la selle, donc il a de l'hélicobacter. Après, il le met à sa bouche, et ça y est, l'hélicobacter est dans sa bouche et descend dans l'estomac. Ça peut être par le biais de toucher un aliment, etc. Voilà comment ça se transmet, donc salive ou sel. Donc c'est quelque chose qu'on attrape donc plutôt dans l'enfance. Plutôt dans l'enfance. Ouais. Et on vit avec alors. Et on vit avec. Et c'est ça la grande particularité, c'est que l'hélicobacter ne va rien donner dans la très grande majorité des cas. C'est-à-dire que vous allez vivre toute votre vie, de la naissance au décès, sans qu'il se passe rien. Puisque dans 90% des cas, il ne va rien se passer du tout. Et que seulement dans 10%, il va y avoir à ce moment-là, cette bactérie peut entraîner une inflammation de l'estomac, donc une gastrite, et éventuellement un ulcère bulbaire. Et à ce moment-là, évidemment, c'est symptomatique avec des douleurs caractéristiques, etc. Tout ce qui finit par it, c'est des inflammations, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Arthrite, gastrite, etc. Mais alors, je vais vous poser une question que vous allez adorer, docteur Bérébi. Donc finalement, si on a tous des risques d'avoir de l'Helicobacter pylori, autant se faire dépister. Alors non, puisque si vous voulez, il n'y a pas de bénéfice scientifiquement parlant. Je m'explique. Vous avez 9 probabilités sur 10 de ne jamais rien avoir. Donc il reste un cas sur 10. Ce cas sur 10, ça va être à ce moment-là un ulcère schématiquement, et donc vous allez avoir des symptômes, nécessairement. Vous allez avoir des douleurs. Et quand vous avez des douleurs et que ces douleurs résistent au traitement de première intention, eh bien, on va faire une endoscopie gastrique. Donc on va regarder à l'intérieur de l'estomac et du duodénum, on va constater l'ulcère et on va voir la présence de cette bactérie sur les biopsies. Et là, on va traiter. Donc il n'y a pas de bénéfice, si vous voulez, à traiter. Parce qu'il y a beaucoup. Écoutez, aujourd'hui, il y a de nombreux tests pour vous dépister de l'hélicobacter, docteur Bérébi. Alors là, c'est un problème aussi de dérive, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Il faut savoir une chose, c'est que les tests, ils ont plein de limites. Alors on va en dégager 2 principaux, si vous voulez. Il y a la sérologie, la prise de sang, donc qui détecte des anticorps contre cette bactérie. Le problème, c'est que avoir des anticorps contre cette bactérie ne veut pas dire qu'elle est toujours là. Ça peut être une trace d'une infection ancienne. Premier biais.
Deuxième test, le test respiratoire. Donc là, c'est un test qui permet, grâce à l'activité uréasique, ça veut dire qu'elle va dégager de l'urée parce qu'elle a un métabolisme, elle est uréasique, donc de l'ammoniac qu'on va détecter dans l'air expiré en faisant boire un produit avec radioactif, si je puis dire. Un révélateur, marqué, quoi. Voilà, marqué. C'est de l'urée marquée. Et donc, à ce moment-là, vous avez un test positif. Si vous avez un test positif, il n'y a de bénéfice aujourd'hui de traiter il n'y aurait de bénéfice à traiter que les gens qui sont symptomatiques, donc pour l'endoscopie, ou, deuxième situation, et c'est la seule en réalité où il faut faire ce fameux test respiratoire, c'est les personnes qui ont un antécédent familial de cancer ou de précancer de l'estomac. Puisque, imaginons que votre père ait eu un cancer de l'estomac et qu'il ne fumait pas, il n'avait pas facteur de risque particulier. L'hélicobacter est un facteur de cancer de l'estomac à long terme, avec une incidence faible, puisque c'est 1% au cours de toute la vie. Bon, donc il y en a 99%, il ne se passera rien. Mais, donc quand on a cette population-là, ça veut dire que oui, là on dit, ok, j'ai eu le cas récemment avec une patiente, cancer de l'estomac au premier degré, donc vous, on ne va pas vous faire des endoscopies tous les 2 ans ou tous les 5 ans, on va faire le test respiratoire, puisque c'est beaucoup plus fiable, comme je vous l'indiquais, avec la sérologie, et on va ainsi savoir si vous êtes positif. Et là, donc elle était positive à l'hélicobacter. Voilà, ouais. Et dans ce cas, oui, il y a légitimité à le traiter. C'est-à-dire à l'éradiquer. À l'éradiquer avec des antibiotiques. Puisque là, il y a un risque, il y a un vrai risque. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il faut savoir, parce que là il y a des dérives que je vois toute la journée, c'est le fait qu'un patient a mal à l'estomac, voit son médecin, et au lieu de lui dire faudrait faire une échographie pour vérifier la vésicule biliaire, puisque la vésicule biliaire peut donner des douleurs au milieu également, et si ça résiste au traitement de première ligne, une endoscopie, ils leur font faire un test respiratoire ou une sérologie. Mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que ça ne préjuge en rien, si vous voulez, de l'origine de la douleur. Est-ce que c'est une gastrite ? Est-ce que c'est un ulcère ? Est-ce que c'est un reflux gastro-œsophagien avec une œsophagite ? Donc en fait, finalement, le patient se retrouve avec cet hélicobacter, il reçoit 1, 2, 3 antibiotiques qui abîment son microbiote intestinal, alors qu'en fait, scientifiquement parlant, il n'y a pas de bénéfice à le traiter, et assez régulièrement, finalement, la cause n'est pas identifiée, et le patient, il n'avait pas du tout un ulcère ou une gastrite, mais plutôt un reflux avec une œsophagite. Mais comment vous expliquez finalement cet accroissement du nombre de tests qui sont effectués aujourd'hui et ce succès des tests ? Je vois 2 explications. La facilité, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne sais pas quoi faire, mais plutôt que d'envoyer le patient faire une endoscopie, j'ai du mal à avoir un rendez-vous à l'hôpital, j'ai pas de connexion directe avec un gastro-entérologue, je vais faire ça. Donc c'est pour dire je ne fais pas rien, si vous voulez. Et puis la deuxième raison, c'est est-ce qu'il y a une pression des labos pour présenter ces tests au médecin généraliste ? Il y aurait une forme de mode, en fait, finalement, de tests. Voilà, oui. Il y a une mode sur l'hélicobacter, parce que régulièrement, je vois des patients qui arrivent avec des résultats et je leur explique ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que ça sert strictement à rien et que je n'ai pas l'explication à la douleur. C'est pas parce qu'ils ont l'hélicobacter que ça m'explique la cause de leur douleur. Alors on parle de l'ulcère gastro-duodénal avec le docteur William Berby, mais pour beaucoup de personnes qui commencent à avoir des douleurs, la première chose à faire, la première intention, c'est d'aller à la pharmacie et de prendre des médicaments anti-brûlure d'estomac, automédication. Oui, très souvent, effectivement, puisque le reflux, c'est beaucoup plus fréquent que l'ulcère bulbaire ou même gastrique, puisque avec l'éradication d'hélicobacter, justement, il y en a beaucoup moins. Et comme c'est une bactérie qui se transmet, moins il y a de gens qui le portent, puisque c'est interhumain, si vous voulez, ça se transmet d'un humain à un autre, moins vous avez de cas d'ulcère bulbaire. Donc le reflux, c'est très très fréquent. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que peut faire le patient finalement et qu'est-ce qu'il fait en pratique ? On a des douleurs. Alors les douleurs, elles sont localisées où ? Alors, on va avoir des régurgitations acides, c'est-à-dire que le patient, il va ressentir une brûlure qui en général part de là. Et va. Alors quand vous dites là, il faut expliquer parce que vous le montrez. À l'estomac, donc ça veut dire juste un petit peu en dessous du sternum. Je le montre avec le doigt. Et je ne sais pas si on le voit, mais oui, probablement. Et ensuite, cette brûlure, il va y avoir une brûlure œsophagienne, donc on appelle, il y a des régurgitations acides, qui va remonter et qui peut remonter jusque dans la gorge. Ça peut donner des brûlures dans la gorge, etc.
Et donc, ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est ce qu'on appelle le pyrosis. C'est souvent confondu d'ailleurs avec les régurgitations acides. Et c'est pas la même chose. Le pyrosis, c'est une douleur dans le dos qui part entre les deux omoplates, en bas des deux omoplates, et qui remonte entre les deux omoplates. Et ça s'appelle le pyrosis, et c'est différent des régurgitations acides. Donc, d'ailleurs, c'est pris parfois pour des problèmes cardiaques, pour un infarctus du myocarde. Et les patients, ils vont aux urgences en pensant qu'ils ont un infarctus du myocarde. Et ils ont des examens cardiaques qui se révèlent normaux, etc. Donc, le patient, effectivement, il va avoir comme première tendance à aller chercher par lui-même, soit auprès de son pharmacien, soit sur Internet. Ou pire, sur les réseaux sociaux. Alors là, dénonçons un délire collectif actuel, puisque des gens très influents sur les réseaux sociaux préconisent de prendre du vinaigre de cidre contre le reflux gastro-œsophagien. Alors j'ai déjà entendu des absurdités, mais là on est sur le summum, on a atteint, là c'est stratosphérique. Le reflux, c'est une maladie de l'acidité, si vous voulez. Donc si, à ce problème d'acidité, vous ajoutez de l'acide, puisque je rappelle que le vinaigre de cidre a un pH à 5 et que le corps humain a un pH à 7,2, entre 7,2 et 7,4. Alors le pH, c'est l'acidité. Voilà, c'est l'équilibre acido-basique. Donc le vinaigre de cidre, c'est acide. Et donc, on sait parfaitement que de prendre du vinaigre de cidre, non seulement ça irrite l'estomac, mais ça irrite également l'émail. Vous en parliez tout à l'heure, puisque si on met un truc acide dans sa bouche, évidemment, on va abîmer ses dents. Et donc, quand je vois que des gens publient ça sur les réseaux et même dans des livres, alors que c'est une aberration, et que leur seul argument, c'est de dire oui, mais quand il passe dans le sang, il va un peu s'alcaliniser, il va devenir, le pH va remonter. Mais on s'en fiche complètement, puisque le problème du reflux, c'est de l'acide dans l'estomac. C'est pas le fait que ça s'alcalinise peut-être un peu quand ça passe dans le sang. C'est pas le problème. Vous faites rentrer de l'acide dans une zone qui en a déjà trop. Donc ça, c'est bon, faut arrêter avec ça. Donc de toute façon, en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est aberrant. En plus, il faut le prendre dilué. Beaucoup ne le diluent pas. Enfin, alors voilà, le vinaigre de cidre, en tout cas, c'est très bon, soi-disant, pour tout. Voilà. C'est bon pour maigrir aussi. Voilà. Bon, bref. Bon, ça c'est pas. Donc en cas d'ulcère, alors la majorité des ulcères. Donc, alors le reflux, vous vouliez me demander ce qu'on avait comme moyen simple. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens simples qu'on a pour combattre l'acidité ? Voilà, donc par soi-même, ce qui est intéressant, c'est, alors du plus simple au plus compliqué, vous avez le lait. Le lait, c'est alcalin, donc moi je préconise de prendre plutôt du lait écrémé, parce que le lait entier, c'est lourd, c'est gras, donc ça peut favoriser une lourdeur à la digestion. Du lait, tout simplement. Deuxième possibilité, vous avez le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, c'est alcalin. Le but, vous l'avez compris, c'est qu'on a trop d'acide, donc on doit prendre des alcalins pour diminuer cette acidité. Donc bicarbonate de soude, on dilue une cuillère à soupe dans un verre d'eau et on va boire par petites gorgées au cours de la journée. Autre moyen encore plus simple, c'est une eau riche en bicarbonate, donc une eau très alcaline. Et le top des eaux alcalines, c'est la Vichy Célestin. C'est celle qui a le plus de bicarbonate, puisqu'il y a 1172 mg par litre de bicarbonate dans la Vichy Célestin. Donc voilà des moyens simples pour se traiter. Il y a d'autres moyens, deuxième niveau, un peu plus, pas compliqué, mais voilà, il faut faire une démarche, c'est l'argile. Donc l'argile. Alors sous quelle forme l'argile ? Alors c'est une poudre, elle peut être, vous pouvez la prendre blanche ou verte, ultra ventilée, parce qu'il y a plusieurs argiles, il faut bien prendre celle qui est destinée à l'humain, donc verte ou blanche, et là vous allez mettre une demi-cuillère à café dans un demi-verre d'eau, et vous allez boire ça après le repas. Donc 2 fois par jour. Pendant des durées qui doivent être pas trop longues, et il faut bien le prendre à distance du repas, donc en général une demi-heure, et à distance des médicaments, donc 2-3 heures, parce que l'argile, c'est comme le charbon végétal, dont on a parlé lors d'une émission précédente. C'est tellement puissant que ça absorbe tout. Ça absorbe tout. Donc 2-3 heures, les médicaments, vous les prenez 2-3 heures après. Alors on m'a expliqué, tiens, parce que justement, quelqu'un qui a regardé l'émission où on parlait du charbon végétal, disait qu'en cas de suicide, de tentative de suicide, on donnait du charbon végétal. Oui, tout à fait, puisqu'il y a certaines substances, notamment des toxiques qu'on peut boire, eh bien ça va absorber
est donné, donc permettre de neutraliser en quelque sorte le produit. C'est vrai aussi pour des intoxications au paracétamol ou à des psychotropes, etc. Tellement c'est actif, tellement c'est puissant. Actif, voilà. Ouais. Et donc on va donner des grosses quantités et ça va absorber, donc ça va permettre de régler une partie de la problématique. L'argile, sur quelle durée? Alors 10 jours, 10 jours pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça absorbe tellement qu'il ne faut pas en prendre trop longtemps, comme je viens de vous l'indiquer. La deuxième raison, c'est que si ça passe pas ou si ça récidive tout de suite, c'est qu'il y a peut-être un problème plus important. Parce qu'il faut bien être précis. Si on a un reflux comme ça, on a un peu trop mangé, trop bu d'alcool, on a pris un peu de poids, etc., eh bien, on va faire ça, ça va passer et on n'en parle plus. Ou on a consommé trop d'alcool, trop de café. Si en revanche, vous avez un problème qui dure des semaines, voire des mois, à ce moment-là, ça veut dire qu'il se passe potentiellement quelque chose de plus important qu'un simple reflux dans votre œsophage. Et là, il faut discuter avec votre médecin de savoir s'il n'y a pas nécessité de faire une endoscopie pour voir s'il n'y a pas des petits ulcères dans l'œsophage. Parce que les ulcères ne se mettent pas que dans l'estomac ou dans le duodénum. Il y en a aussi dans l'œsophage. Alors un ulcère pour tout le monde, c'est une plaie, c'est ça? C'est une plaie, c'est exactement. C'est un trou, comme un escar, comme une plaie que vous seriez fait en vous brûlant avec une perte de substance. Et ça va être variable. Ça va faire 5-6 mm jusqu'à 3-4 cm. Des fois, ça peut être très gros. Avant l'arrivée d'Helicobacter, on soignait comment les ulcères? Alors, et dernier petit conseil, c'est l'aloe vera que vous pouvez consommer aussi par rapport au reflux. Voilà, l'aloe vera, une cuillère à soupe 2 fois par jour, également après le repas. Ça, c'est des moyens simples que vous pouvez trouver. Donc là, c'est en bouteille toute prête. Et je ne vous parle pas évidemment des classiques, Malox, les antiacides type Malox ou les alginates, qui sont classiques aussi, que vous pouvez trouver sans prescription. Antiacides type Malox et puis les alginates type Gaviscon, c'est à partir d'une algue rouge, et cette algue va, quand vous le prenez après le repas, éviter justement la remontée acide, c'est-à-dire que c'est un surnageant, donc c'est un mécanisme différent de l'antiacide, et là ça va bloquer le passage en fait ici et empêcher l'acide et le contenu alimentaire de remonter. Voilà, donc vous avez avec ça, vous avez. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux au final? Alors le Gaviscon, ça marche très bien contre le reflux puisque ça va vraiment bloquer. L'antiacide, pas longtemps parce que là c'est à la demande et non pas systématique. Et puis si vous en prenez trop et trop longtemps, ça peut constiper parce qu'il y a de l'aluminium. Et puis les autres, voilà, ça dépend si vous voulez de ce qu'on veut faire, de l'accès. Vous êtes un week-end à 23h, vous n'allez pas sortir pour trouver de l'argile. Donc le plus simple, c'est de prendre à ce moment-là du lait ou du Vichy Célestin, par exemple. Vous voyez, ça dépend un peu des strates et du moment où on est. Mais Gaviscon, c'est très bien. Voilà. Mais tout ça, c'est des moyens très intéressants. Alors je reviens à mon ulcère à l'estomac dont on pensait s'être débarrassé. Finalement, est-ce qu'Helicobacter est devenue résistante ou pas aux antibiotiques aujourd'hui? Alors, il faut déjà savoir qu'effectivement, il y a des résistances qui sont de plus en plus importantes aux antibiotiques. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a un excès d'utilisation dans les pays occidentaux, même, ou d'autres pays même, et on en donne beaucoup trop. C'est connu en France, pour les angines notamment, ou chez l'enfant, pour une angine virale, donc par définition qui ne nécessite pas d'antibiotiques, l'enfant va recevoir des antibiotiques. Et donc du coup, cette surutilisation inadaptée, dans un nombre de cas non négligeable, va créer des résistances, puisque du coup, vous les utilisez pour rien. Donc l'organisme va réagir d'une certaine manière et les bactéries vont s'organiser pour résister. Et donc, on a des résistances qui vont être de 20 à 30% sur des antibiotiques très utiles et qui étaient les antibiotiques de référence il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a un nouveau produit depuis quelques années, une petite dizaine d'années, qui s'appelle le Pilera, qui lui associe une cycline, une tétracycline, du métronidazole et du bismuth. Et donc, c'est aujourd'hui le traitement de première intention, et c'est ce produit-là pour lequel il y a le moins de résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui. Voilà. Les ulcères peuvent récidiver une fois qu'ils sont soignés ou pas du tout? Alors, pour l'ulcère bulbaire, celui dont on parle là, duodénal, il y a l'hélicobacter, la récidive dépend du fait qu'il y ait eu une nouvelle infestation, une nouvelle infection par l'hélicobacter. On sait que c'est très rare, c'est possible,
Mais au cours de la vie, chez quelqu'un qui a été éradiqué, le risque de récidive d'infection est de 2 à 3%. Donc très faible. Donc dans la très grande majorité des cas, la bactérie est éradiquée, on donne le bon antibiotique, ça marche. Du premier coup, tant mieux. 90% de bons résultats d'éradication avec le Pilera. On fait un test respiratoire un mois après pour vérifier qu'il a disparu. Ça, c'est important de le faire. Et si c'est le cas, on est débarrassé à vie sous réserve des 2-3%. Donc c'est à la marge. Bien. Et qu'est-ce qu'on risque à ne pas traiter un ulcère ? Alors, l'ulcère bulbaire, rien. En gros, sauf... Alors, déjà, pas le traiter, je vois pas très bien pourquoi et comment, puisque ça fait mal. Donc le patient, en général, il ne peut pas rester très longtemps avec une douleur ulcéreuse. C'est des douleurs très fortes quand même, ça fait très très mal. Si on ne le traite pas, les complications de l'ulcère bulbaire, c'est l'hémorragie. Ça peut saigner et à ce moment-là, faire une hémorragie digestive. Alors, et là, c'est embêtant. Et l'ulcère de l'estomac, donc qui est un autre type d'ulcère, moins lié à l'hélicobactère, 70 à 80% de lien, et c'est lié au tabagisme. Et c'est lié également à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, tout ce qu'on prend, ou notamment les femmes pour leurs règles douloureuses, par exemple l'ibuprofène, c'est une cause classique d'ulcère ou d'ulcération de l'estomac. Et là, il y a une différence à connaître, c'est que l'estomac, vous avez un risque de cancer de l'estomac. Un ulcère non traité, du duodénum, il n'y a jamais de cancer. Ça n'existe pas. Un ulcère gastrique non traité peut évoluer vers un cancer de l'estomac. Et alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, à la prise de ces anti-inflammatoires, associer un probiotique ou... Là, en l'occurrence, on utilise plutôt un inhibiteur de la pompe à protons, les fameux antisécrétoires, à demi-dose. Donc là aussi, il y a des erreurs de prescription, malheureusement, des prescriptions à trop forte dose, pendant trop longtemps, etc., ce qui n'est pas bon nécessairement pour le microbiote intestinal. Et à ce moment-là, oui, moi, quand je prescris un anti-inflammatoire, je vais systématiquement y associer un inhibiteur de la pompe à protons pendant 1 à 2 semaines pour éviter justement la survenue d'ulcération de l'estomac. Avec le docteur William Bérébi qui est avec nous aujourd'hui. Alors on parle de l'estomac, c'est vrai que les Français sont un peu fâchés avec les parties de leur corps, Ils confondent un peu tout, mais en tout cas ça fait « j'ai mal au ventre ». Ouais. En gros, voilà. Et donc l'estomac, ça fait partie des choses qu'on a quand on a mal au ventre. On parlait des remontées acides tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle les fameux RGO, qui sont très fréquents dans la population. Et par exemple, je disais que 65 à 72% des asthmes relevaient d'un reflux, d'un RGO. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, en gastro ? Bien sûr. C'est pas des chiffres aussi élevés que ça. Mais effectivement, vous avez ce qu'on appelle la bronchite asthmatiforme. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont des crises comme d'asthme, avec des sibilants, donc ça siffle, etc. Mais lorsqu'on leur fait les tests de provocation, vous savez qu'il y a des tests, les épreuves fonctionnelles respiratoires, avec une bronchoconstriction et une bronchodilatation. Enfin, il y a des tests de provocation et de relaxation au niveau bronchique. Et eh bien, souvent... ces tests sont négatifs et il s'avère que le patient a un reflux gastro-œsophagien. Alors, c'est pas aussi élevé que ça, c'est plutôt autour de 30%. Et donc, ça va entraîner des crises d'asthme ou des crises dites asthmatiformes. D'ailleurs, il peut y avoir des symptômes qui soient à la fois digestifs et des symptômes qui soient extra-digestifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous alerte, vous, en tant que gastro-entérologue ? Alors, imaginons quelqu'un qui va venir et qui n'a pas de symptômes digestifs, mais que j'interroge quand même, où il dit de temps en temps j'ai un petit truc, et ben, je vais lui poser des questions, tout simplement. Dans la gorge, je vais lui demander si, par exemple, il a sensation de brûlure, s'il a un hémage. Un hémage. Hémage, H-E-2-M-A-G-E, c'est un tic de raclement de gorge. C'est-à-dire que quand l'acide remonte dans la gorge, eh bien, vous avez tendance à racler. Vous avez à faire ça. Donc ça, c'est le hémage, et donc c'est typique du reflux. Vous avez également les douleurs à l'oreille. Donc, si vous dormez sur votre côté droit, par exemple, eh bien l'acide, il va être déclive, il va se mettre vers la droite. On est bien d'accord ? L'acide que vous avez dans la bouche. Ouais. Et donc, vous avez une douleur dans l'oreille. Et donc, qui se rapproche de quoi ? D'une otite ? Ouais, enfin, non, pas d'une otite, d'une douleur que vous avez préférentiellement la nuit, puisque vous êtes allongé, et à ce moment-là, l'acide va se mettre de ce côté-là. Et donc, quelqu'un qui me décrit ça et qui décrit des symptômes ORL, je lui demande dans l'oreille, oui,
Vous dormez de quel côté ? À l'oreille droite, oui. Quel côté vous dormez ? À droite. Et donc voilà, et bingo. Vous avez aussi le globus hystéricus. Bien sûr. Alors, c'est un vieux vous avez terme. raison, le globus hystéricus, j'allais vous en parler d'ailleurs. À vos souhaits, Philippe. Ouais. Et donc, c'est une sensation d'avoir un corps étranger dans la gorge et d'étouffer. Et donc ça, c'est un signe de reflux aussi. Donc voilà, donc quand on connaît, si vous voulez, la sémiologie clinique du reflux, c'est quand même très facile à identifier. Et puis il y a les manifestations bronchopulmonaires, donc asthmatiformes. Vous avez aussi les laryngites, c'est-à-dire il y a de l'acide qui repasse dans les cordes vocales. Et donc les gens ont la voix rauque. Soit s'ils ont un métier type instituteur où ils parlent beaucoup, ou bien ça va être le matin au réveil, puisque l'acide va se mettre à ce moment-là sur les cordes vocales pendant la nuit. Voilà, plein de signes. Et alors, justement, pourquoi ceux qui souffrent de remontées acides s'en plaignent particulièrement pendant la nuit ? Qu'est-ce qui se passe ? Pendant la journée, il ne vous aura pas échappé qu'en règle générale, on est debout. Donc l'acide, il a un vrai travail à faire pour remonter. La nuit, il n'y a plus de travail à faire, puisque c'est en ligne droite. Et donc, à ce moment-là, alors malgré ça, la majorité des reflux sont diurnes, comme on dit, c'est-à-dire dans la journée. Environ 20% sont exclusivement nocturnes et vous avez à peu près 30% de mixtes. Mais voilà, mais ça explique pourquoi, alors qu'on ne mange pas, puisque c'est ça la question sous-tendue, c'est-à-dire que l'acide chlorhydrique, on le fabrique parce que l'aliment arrive et le corps est fait de telle manière, et bien fait, il va fabriquer de l'acide pour prédigérer les aliments. Donc c'est plutôt dans la journée qu'on a plus d'acide que la nuit. Mais la nuit se greffe un élément nouveau qui est le fait qu'on est allongé par définition. Et donc du coup, c'est en ligne droite pour l'acide et la remontée de l'estomac à la bouche, elle se fait en ligne directe. Oui, et paradoxalement, on peut avoir l'impression que le fait de manger, ça calme, ça soulage un peu. Bien sûr, ça soulage en général, puisque effectivement, ça va venir, si vous avez du reflux acide et trop d'acide dans l'estomac et que vous mangez à ce moment-là, alors l'idéal c'est un yaourt ou du lait, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir l'effet alcalin, donc neutralisant l'acide, et puis vous allez avoir quelque chose qui va se mettre au-dessus. Donc quand le reflux va vouloir se manifester, l'aliment il va faire un peu barrage d'une certaine manière, d'accord ? Et puis l'aliment va diluer aussi l'acide par effet de volume évident. Donc voilà, donc de manger, oui, souvent ça calme. D'ailleurs il y a des gens qui me racontent qu'en consultation ils prennent du poids à cause de ça. Parce que ça les soulage de manger. Voilà. Et c'est pour ça qu'on déconseille à ceux qui ont des ulcères de jeûner, en fait. Bien sûr, puisque là, vous vous retrouvez avec de l'acide, puisque l'organisme va quand même fabriquer de l'acide chlorhydrique, parce qu'il y a quand même un rythme qu'on appelle basal, et du coup, il n'y a plus rien à digérer ou à prédigérer. Donc effectivement, là, l'acide, il est en concentration pure, si je puis dire. Donc médicalement, il est déconseillé de jeûner si on a des ulcères. Bien sûr. Et c'est pareil pour les remontées acides ou... C'est pareil. C'est pareil. C'est quoi la différence entre les remontées acides et un RGO, par exemple, un reflux gastro-œsophagien ? Alors le RGO, c'est reflux gastro-œsophagien. Ouais. Dedans, vous avez le reflux acide, dont j'ai parlé. Vous avez un reflux alcalin. Donc là, ça peut être la bile qui vient du duodénum qui remonte. Et donc à ce moment-là, le patient, au lieu de ressentir de l'acide, il va ressentir quelque chose d'amer, comme de la bile en fait. Tous ceux qui ont vomi une fois dans leur vie connaissent le goût de la bile. Là, il décrit ça, le patient. Et puis, vous avez les régurgitations alimentaires qui font partie du reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, c'est l'entité globale, si vous voulez, avec ces manifestations digestives-là, dont les régurgitations alimentaires, c'est-à-dire c'est des aliments qui remontent et pas de l'acide. Et vous avez donc les manifestations digestives et vous avez les manifestations extra-digestives, dont ORL, pulmonaire, etc. À noter que l'acide dont on parle, ça pourrait être comparé à une forme d'acide chlorhydrique, en fait. C'est de l'acide chlorhydrique. C'est de l'acide chlorhydrique. Ni plus ni moins. D'ailleurs, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont très efficaces, mais qui ont comme défaut d'être assez souvent mal utilisés, à trop forte dose et trop longtemps, eh bien ces inhibiteurs de la pompe bloquent la pompe, puisque vous avez une pompe K+, H+, donc il y a... Elle est où cette pompe à protons ? Elle est dans l'estomac. D'accord. Et donc vous avez de l'acide qui passe en échange d'un ion potassium. Et donc, elle le bloque. Elle bloque cette pompe, inhibiteur de la pompe à protons. Donc du coup, l'acide ne rentre plus dans l'estomac. C'est comme ça que ça marche. Mais il n'y a pas des barrières anti-acides dans le corps ? Si, alors l'estomac, on a une couche protectrice, qui est la couche de mucus. Ça s'appelle le mucus, qui est censé nous protéger.
Le problème, c'est que l'hélicobactère, déjà, il adore cet endroit parce qu'il est bien au chaud, c'est bien douillet, bien confortable. Imaginez un matelas, et donc il se met là, il est tranquille. Donc l'hélicobactère aime bien ce mucus. Deuxièmement, vous pouvez l'altérer, ce mucus. Donc l'agresser directement avec des anti-inflammatoires. Vous pouvez l'agresser avec le tabac ou l'alcool, par exemple, d'accord, ou avec un stress chronique. Et donc ce mucus peut progressivement s'éroder en quelque sorte et plus protégé comme il faut. Voyez. Et dernier mécanisme, cet hélicobactère qui est si sournois, il se met là bien au chaud, mais en même temps, il va appauvrir ce mucus au fur et à mesure du temps, et il entraîne une atrophie, c'est-à-dire que la muqueuse s'appauvrit en quelque sorte, et au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de mucus, et quand il n'y en a plus, l'hélicobactère disparaît, d'accord, spontanément. Donc, c'est l'atrophie de l'estomac va s'accompagner de la disparition de l'hélicobactère pylori. Alors, il y a eu une alerte sur les fameux IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Quel est le problème de ces médicaments ? Déjà, comment est-ce qu'ils agissent ? Alors, comme je viens de vous l'indiquer, c'est-à-dire qu'ils vont neutraliser cette fameuse pompe, donc ils vont modifier le pH intragastrique, donc le pH dans l'estomac. D'accord ? La problématique, c'est que comme c'est le corps humain, c'est une machine fantastique, mais d'une certaine manière, vous agissez dessus d'une façon pas physiologique, puisque vous modifiez le pH de l'estomac. Donc ça peut favoriser certaines choses, comme la pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, par exemple, le fameux SIBO. SIBO veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire trop de bactéries dans l'intestin grêle. Donc si vous avez plus d'acide suffisant, comme l'acide, il va un petit peu vers le duodénum, vous allez laisser les bactéries proliférer dans l'intestin grêle. Et donc, ça peut entraîner une pullulation bactérienne. Ça, c'est un exemple de problématique. Comme vous n'avez plus assez d'acide, ça peut aussi favoriser certaines infections digestives, une diarrhée infectieuse. Ça, c'est des choses qui sont connues, mais qu'on voit finalement, à part le SIBO, qui est un vrai sujet, finalement, c'est un peu à la marge, la vérité. C'est que moi, personnellement, dans ma pratique, donc ça aussi, c'est les excès et les surréactions liées notamment aux réseaux sociaux, c'est que les IPP, dans la vraie vie, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on a dit à un moment que ça pouvait favoriser le risque de cancer de l'estomac à long terme. Bon, parce que ce sont des médicaments qui sont prescrits à long terme. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête les IPP ? En fait, comme on dit... Est-ce que ça veut dire que la production d'acide repart comme en 14 ? Oui, elle repart. Alors, mais justement, pour pas qu'il y ait d'effet rebond, parce que l'un des mécanismes possibles, c'est l'effet rebond, il ne faut jamais arrêter brutalement. Autre message important à délivrer, on va arrêter progressivement les IPP, avec une baisse progressive de la dose et avec un jour sur 2. Et on va y associer souvent un probiotique. Donc, il y a un probiotique qui permet... D'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'éradication d'hélicobactères, parce que les antibiotiques sont assez quand même agressifs, il faut le dire, le Pilera, c'est très efficace, mais ça donne quand même pas mal d'effets indésirables. Et donc, il y a un probiotique, Lactobacillus reuteri, qui, je vous donne le nom, c'est le Gastrus. Gastrus, c'est le nom dans lequel il est commercial. Ouais. Et lui, vous avez cédé. Le docteur Bérébi, la série, parce que moi, j'avais pas compris votre... J'ai cédé. Ouais. Mais là, il y en a qu'un, il n'y a pas de concurrent. Donc, il ne peut pas y avoir de... Mais quel est l'intérêt de l'associer, le probiotique ? Alors, l'associer, ce probiotique-là, il a deux vertus. La première, en cas d'éradication, il va diminuer les effets indésirables et il va augmenter l'efficacité, le taux d'éradication. D'accord ? Et comme dans le reflux, autre indication, vous avez souvent une dyspepsie associée au reflux lui-même, c'est-à-dire des éructations, beaucoup de rots et une lenteur à la digestion. Eh bien, le probiotique associé améliore la situation. Enfin, le vrai problème, c'est que les IPP, ça coûte une blinde à la sécurité sociale. Ça coûte une blinde, c'est mal prescrit. C'est-à-dire que voilà, moi je vous dis tous les jours, je vois des patients qui arrivent avec des prescriptions d'IPP à pleine dose, c'est-à-dire, prenons un exemple d'un IPP qui est à 40 mg et 20 mg, il y a deux dosages, eh bien, on doit donner 20 mg pendant 4 semaines. Ça, c'est le protocole, c'est les recommandations. Si le patient n'a plus rien, très bien, on n'en parle plus. Si dès qu'il arrête sa récidive, là, probablement qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas faire une endoscopie gastrique. D'accord ? Mais il ne faut jamais donner 40 mg sans preuve. Parce que, premièrement, ça peut avoir une petite incidence sur le microbiote. Deuxièmement, ça coûte cher. Et troisièmement, ça peut masquer les lésions. Et c'est le plus grave, si vous voulez. Parce que, imaginons que vous ayez un ulcère à l'estomac, Philippe. Et que vous preniez ces doses qui sont les doses d'attaque, donc de cicatrisation, vous allez
ne plus avoir de douleur. Mais votre ulcère, il n'est pas réglé pour autant, puisqu'il y a probablement un hélicobacter avec. Et donc, vous pouvez vivre des années, avec des traitements qui vont masquer en fait votre ulcère, et cet ulcère, comme c'est dans l'estomac, il peut évoluer vers un cancer. Et on voit malheureusement régulièrement des patients qui ont été pris en charge de cette manière-là, et ça, c'est pas pertinent de le faire. Bien, docteur William Bérébi, je rappelle que vous publiez Mission Ventre Plat chez Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur les... non, mais je l'avais. Mais voilà, alors voilà, docteur, vous me perturbez. Non, c'est pas moi qui l'ai volé, votre livre. Non, mais il est dans ma mallette. Non, c'est Faudil Belhamri qui a volé votre livre parce qu'il voulait avoir le ventre plat. On le mettra en incrus, on essaiera de le mettre en incrus, docteur. Donc je disais que l'émission, on la réécoute en podcast bien sûr. Sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous la verrez sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci à vous. May the force be with you, et passez une très belle journée santé sur Beurre la force FM. soit avec vous.